C'est certainement le nom le plus célèbre de la marine de guerre japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, et aujourd'hui c'est déjà essentiellement une référence de la culture pop. Le super cuirassé Yamato. Parlons enfin de l'histoire de ce navire. Alors, préparez-vous à plonger dans l'histoire. Avant tout, je pense qu'il est nécessaire de clarifier ce que signifie le terme cuirassé. Il ne s'agit pas seulement du mot lui-même. Vous savez que le mot lui-même fait référence à la cuirasse, qui en réalité signifie blindage. Mais n'importe quel navire de guerre de cette époque avait un certain type de blindage. Donc le fait que les cuirassés soient blindés n'est pas exactement le point le plus pertinent pour expliquer la raison de leur existence. Pour comprendre cela, il faut comprendre la guerre navale du XIXe siècle, qui a été, dans les temps récents, le siècle qui a vraiment le plus développé la technologie navale du début à la fin. Il suffit de se rappeler qu'au début du XIXe siècle, la guerre se faisait encore avec des voiliers, des navires propulsés essentiellement par le vent. Et c'est pendant ce siècle qu'a été inventée la propulsion à vapeur, d'abord au charbon, puis finalement la propulsion par combustion interne, les navires propulsés directement par le pétrole. Ainsi, tout au long du XIXe siècle, les navires sont également passés de simples embarcations en bois à des supergéants en acier de plus en plus denses. Et au sommet de cette évolution, qui inclut les premiers exemplaires de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de destroyers et de croiseurs, et qui ont culminé avec les cuirassés, qui est le terme en portugais pour battleship, que je trouve personnellement beaucoup plus représentatif, c'est-à-dire le navire de bataille. Le navire de bataille, donc, devait être le plus grand de tous, le plus blindé de tous. Et il sert en gros de grande plateforme de tir flottante, capable de détruire n'importe quel type d'adversaire. Tout le reste dans la construction d'un cuirassé est complémentaire à sa puissance de feu principale. Donc si vous avez un navire avec une puissance de feu aussi grande, il faut avoir une structure très grande qui donne de la stabilité pour ce type de tir. Vous allez aussi attirer beaucoup plus l'attention sur vous si vous avez ce type de puissance de feu. Donc il est fort possible que vous deviez avoir un blindage très résistant justement pour résister à ces attaques. Et donc toute cette évolution culmine en 1906 avec le lancement du His Majesty's Ship Dreadnought, là en Angleterre, qui devient la norme finale, disons-le ainsi, la norme que nous connaissons aujourd'hui comme le cuirassé. Et le Yamato a été le plus grand de ces cuirassés de toute l'histoire. Et l'histoire du Yamato commence en fait là au début des années 30 lorsque le gouvernement japonais adopte ce visage plus militariste et expansionniste que nous connaissons bien. Après avoir envahi la Mandchourie en 1931, le Japon commence à recevoir de nombreuses accusations dans les organismes internationaux de l'époque, notamment de la part de la Société des Nations. De nombreuses nations faisaient impression sur le Japon pour qu'il mette fin à sa guerre continue contre la Chine. Alors le Japon, tout simplement, en 1934, décide de quitter la Société des Nations. Peu de temps après, le Japon se retire également du traité naval de Washington, qui était un traité dont le Japon lui-même était signataire, qui limitait le poids et la puissance de feu des navires de guerre. Donc, en dehors de ce traité, après l'avoir déchiré, le Japon devient essentiellement totalement autonome dans les décisions qu'il peut prendre concernant sa propre construction navale. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il décide d'aller de l'avant avec une idée assez audacieuse. La justification d'un groupe d'officiers japonais du haut commandement de la marine impériale est que le Japon ne pourra jamais rivaliser directement avec le potentiel économique, le potentiel de construction navale des États-Unis. Autrement dit, la marine japonaise n'atteindra pas, à moyen terme ou même à long terme, la parité navale avec les grandes forces de la marine américaine. Alors, il vaudrait mieux construire une classe de super-cuirassés, des navires vraiment beaucoup plus grands et plus puissants que la moyenne des cuirassés de l'époque, de sorte que ces super-cuirassés puissent engager et vaincre en bataille plusieurs autres cuirassés plus petits en même temps. Un tel projet coûte énormément d'argent, mais imagine vraiment beaucoup d'argent.
Mais à la fin des années 1930 et Mederte, comme à Sammisan, la marine japonaise avait beaucoup plus de prestige auprès du gouvernement que l'armée japonaise. Cela s'expliquait par le fait que les yeux du Japon étaient réellement tournés vers le sud, vers la région du Pacifique, et les richesses contenues dans les colonies européennes qui s'y trouvaient. Et laquelle de ces deux forces pourrait permettre au Japon de conquérir ces colonies? Bien sûr, c'était la marine. Et de cette façon, la marine a effectivement obtenu tout le budget qu'elle voulait pour pouvoir construire ces super cuirassés. Il faut préciser qu'en poursuivant ces super cuirassés, la marine construisait également plusieurs porte-avions. Et avec ces porte-avions, c'est un autre exemple du budget bien plus souple que la marine avait par rapport à l'armée. Ils développaient sans mais leur super chasseur, le modèle 40, n'est-ce pas, le Mitsubishi A6M0, dont vous pouvez retrouver toute l'histoire dans cette vidéo ici. Alors, l'arsenal naval de Kure, tout près d'Hiroshima, a été choisi pour la construction et l'assemblage de ces super cuirassés. Et tout le processus s'est déroulé dans le plus grand secret ultra confidentiel. Donc en général, personne n'a su que le 4 novembre 1937, la quille du Yamato a été posée. C'est-à-dire la construction a commencé. D'ailleurs, la cale de construction du Yamato a même dû être agrandie au début du processus pour pouvoir accueillir un navire d'une telle taille. Et ensuite, lorsque la superstructure commençait déjà à être assemblée, le gouvernement a même érigé une sorte de barrière visuelle, un grand écran, pour empêcher la curiosité des personnes qui passaient à proximité. Et c'est ainsi que, le 8 août 1940, le Yamato a été lancé à la mer. Je veux vous montrer ce porte-clés que mon ami Giuliano Lello m'a rapporté l'an dernier de sa visite au musée du Yamato à Kure. Regardez comme il est beau. Derrière, la date de lancement du Yamato est ici. 8 août 1940. En haut, 8 du 8, 15. 15, en fait, c'est le calendrier japonais pour l'ère Showa. C'est-à-dire 15 ans depuis le couronnement de l'empereur Hirohito qui a eu lieu en 1926. Avant de poursuivre, il convient aussi de préciser autre chose. Cela fait longtemps que j'ai publié la vidéo sur Bismarck. Si vous ne l'avez pas vue, cliquez ici pour la regarder. Et dans cette vidéo, je dis que Bismarck était le plus grand cuirassé de son époque. Et oui, je ne me trompe pas, le Bismarck était le plus grand cuirassé de son époque. Parce que lorsque le Bismarck naviguait déjà en mer, le Yamato était encore en cours d'assemblage. Il n'avait pas encore été mis en service. Donc si quelque chose s'était mal passé lors de la construction du Yamato, le Yamato n'aurait tout simplement jamais été mis en service. Qu'est-ce que cela fait du Bismarck? Jusqu'à son naufrage en mai 1941, c'était bien le plus grand cuirassé de son époque. Mais pendant ce temps, alors que tout se passait là-bas en Europe, de retour au Japon, le Yamato était à flot, en cours d'assemblage, recevant ses derniers équipements. Et le Yamato était vraiment impressionnant, avec ses 71 000 tonnes de poids. Imaginez 71 000 tonnes. En moyenne, 263 mètres de longueur, et il avait un armement principal composé de 9 canons type 94 de l'impressionnant calibre de 460 mm, c'est-à-dire qu'il tirait des obus d'environ 46 cm de diamètre. Chaque canon de ceux-ci mesurait 21 mètres de long et pesait 147 tonnes. Un seul canon pesait 147 tonnes. La précision de ces batteries principales du Yamato atteignait 42 km, tirant aussi bien des munitions explosives que des munitions perforantes. L'armement secondaire du Yamato était également très impressionnant, avec 12 canons de 155 mm répartis en 4 tourelles triples, c'est-à-dire chaque tourelle avec 3 canons. Et il y avait aussi un armement tertiaire avec 12 canons de 127 mm répartis en 6 tourelles doubles. Quant à la protection anti-aérienne du navire, elle était assurée par 24 canons automatiques de 25 mm. Et le blindage du navire? Après tout, c'est un cuirassé, non? Donc le blindage du Yamato au niveau de la ligne de flottaison, c'est-à-dire là où les torpilles ennemies pouvaient être frappées avec le plus de force, elle était de 410 mm.
c'est-à-dire qu'environ 41 cm d'acier pur entouraient le navire à la ligne de flottaison. Le pont du Yamato, c'est-à-dire sa protection anti-bombe contre les bombes venant d'en haut, était composé de 22 cm d'acier pur. Et le blindage des tourelles de tir du Yamato atteignait l'impressionnante épaisseur de 65 cm d'acier. Pour la reconnaissance aérienne, le Yamato transportait 7 avions Nakajima et 8N. Et il pouvait atteindre la vitesse de 27 nœuds, soit environ 50 km par heure. Son équipage était composé de pas moins de 3233 hommes. En novembre 1941, quelques jours avant que le Japon ne commence son offensive avec l'attaque de Pearl Harbor, le 7 décembre, le Yamato a commencé ses essais en mer. Et peu après une semaine de guerre du Japon, n'est-ce pas, peu après une semaine après l'attaque de Pearl Harbor, le 16 décembre 1941, le Yamato a finalement été mis en service là-bas, à l'arsenal naval de Kure, près d'Hiroshima, lors d'une cérémonie assez simple, très discrète, sans fête, sans présence de la population. C'était vraiment quelque chose de très secret. Et puis le 12 février 1942, le Yamato était devenu le navire amiral de la flotte combinée japonaise, sous le commandement direct de l'amiral Isoroku Yamamoto, qui était le plus grand stratège de la marine impériale japonaise. À ce moment-là, Yamamoto prévoyait déjà la nécessité d'une grande bataille navale, d'un affrontement décisif contre la marine des États-Unis pour établir une fois pour toutes la suprématie japonaise dans le Pacifique. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à réfléchir à un piège pour attirer ce qui restait de la marine des États-Unis dans une bataille décisive autour de l'île de Midway, au milieu du Pacifique, que les Japonais allaient en conquérir, attirant ainsi cette résistance américaine qui serait écrasée jusqu'à sa destruction par la marine impériale. Le principal contingent d'attaque de cette bataille serait la Kido Butai, l'escadron d'élite de porte-avions qui, à l'époque, était commandé par l'amiral Shuichi Nagumo. Mais Yamamoto lui-même serait le commandant général de l'opération, avançant dans le détachement le plus en retrait à l'arrière, qui serait mené par le Yamato lui-même. La stratégie de Yamamoto de séparer les deux contingents prévoyait initialement de créer une double surprise pour les Américains. Ils auraient non seulement à affronter la Kido Butai, mais aussi sa division de cuirassés, qui suivrait ensuite. Et le 27 mai, c'est ce qui s'est passé. Yamamoto a mis les voiles pour Midway à bord du Yamato. Mais le 4 juin 1942, lorsque la bataille de Midway a eu lieu, qui a commencé, je dois dire, assez favorablement pour les Japonais, cela s'est complètement retourné contre eux à cause d'un coup de chance incroyable de l'escadron de bombardiers en piqué du commandant Wade McCloskey, qui a repéré les porte-avions alors que ces avions étaient presque à court de carburant et a mené une attaque en piqué en coulant 3 d'entre eux en une seule fois. Plus tard, le 4e et dernier porte-avions japonais a également été coulé. Et Yamamoto se trouvait encore à 300 km de là, sur le pont du Yamato, lorsqu'il a reçu ces nouvelles. Yamamoto, craignant alors pour la sécurité du Yamato face à ces avions embarqués américains, décida de faire demi-tour et de retourner au Japon. Cette décision de Yamamoto, bien sûr, est influencée par le naufrage du Bismarck en mai 1941, précisément par des avions embarqués britanniques. Ainsi, Yamamoto craignait de perdre ce qui était déjà, à l'époque, le grand symbole, le plus grand symbole de la puissance militaire japonaise, le Yamato. Nous devons vous expliquer cela car vous ne connaissez peut-être pas l'origine du nom Yamato. Yamato est une province japonaise, mais aussi, voyez-vous, c'est un nom en quelque sorte poétique pour désigner le Japon lui-même. Et la maison impériale japonaise, qui est au pouvoir de façon continue depuis plus de 2000 ans, est également connue sous le nom de maison Yamato ou maison de Yamato. Donc, en réalité pour le japonais, le cuirassé Yamato est en quelque sorte un reflet de sa propre entité, de sa propre identité civilisationnelle. Et cela explique la fascination que le japonais moyen éprouve pour le cuirassé Yamato jusqu'à nos jours. Cela dit, pendant les 2 années suivantes, le Yamato va essentiellement rester à l'arrière, dans l'ombre,
Effectuant des trajets entre la base navale de Kure, là-bas au Japon, et la base navale de la lagune de Truk, dans le Pacifique Sud, qui était la plus grande base de la marine impériale japonaise dans cette zone du Pacifique Sud. D'ailleurs, cette base a été conquise aux Allemands après la Première Guerre mondiale, après que le Japon, qui faisait partie des nations alliées, ait obtenu ce morceau des îles Carolines comme réparation de guerre. Le Yamato avait un navire jumeau, le Musashi, un autre cuirassé de la même classe. Peut-être ne le savais-tu pas, mais le Musashi était bien le frère jumeau du Yamato. Ils ont alors été mis à la disposition de la première division de cuirassés basée là-bas à Truk. Et pendant tout ce temps, le Yamato et le Musashi ont été utilisés dans des opérations visant à inhiber les actions de la marine de guerre des États-Unis dans cette région, et ils ont également été utilisés, voyez-vous, comme transport. Étant donné que les deux navires avaient vraiment une grande capacité de chargement, ils ont été utilisés comme moyen logistique pour approvisionner diverses garnisons japonaises dans tout le Pacifique Sud. Et lors de l'une de ces missions, là, lorsque le Yamato revenait à Truk, le 25 décembre 1943, il aura été touché par une torpille du sous-marin américain United States Shipskate. Et cette torpille du Skate, alors, a frappé près de la proue du Yamato et a ouvert là un trou vraiment assez grand. Ce n'était évidemment pas assez pour couler le navire, mais ce type de dommage devait être réparé. Lorsque le navire est donc arrivé à Truk, quelques jours plus tard, il n'a reçu là que des réparations provisoires, n'est-ce pas? Vraiment juste un rafistolage pour que le navire ne prenne plus l'eau. Et immédiatement, il a dû retourner au Japon pour effectuer les réparations définitives. Alors, entre février et mars 1944, le Yamato est entré en cale sèche, là-bas à la base de Kure. Et donc, en plus de la réparation définitive que la torpille du Skate avait causée près de la proue du navire, il a subi une révision complète et un réarmement. L'armement secondaire du Yamato, c'est-à-dire que ses tourelles de 155 et 127 mm ont été réduites pour faire de la place à une immense augmentation de sa capacité anti-aérienne. Pour vous donner une idée, de 24 canons anti-aériens de 25 mm, le Yamato est passé à 162 canons du même calibre. Sa défense anti-aérienne est devenue environ 6 fois plus puissante. En même temps, les radars du Yamato ont également été mis à jour. Oui, vous avez bien entendu, des radars. Le Yamato avait des radars à l'époque. On a tendance à penser que seuls les Anglais avaient des radars. Ce mythe sort sur la bataille d'Angleterre, affirmant que seuls les Anglais disposèrent de radars et que c'était leur innovation majeure, mais ce n'était pas le cas pour les principales nations de la Seconde Guerre mondiale. Les grandes puissances disposaient toutes du radar, y compris le Japon. D'ailleurs, dans cette modification, le Yamato a reçu un nouveau radar de contrôle aérien de type 13, ainsi qu'un nouveau radar de surface, et aussi un radar de contrôle de tir de type 22. D'ailleurs, l'un des survivants du naufrage du Yamato en 1945, l'un des rares survivants, n'est-ce pas, était justement l'opérateur radar du navire, Mitsuru Yoshida, qui a écrit ses mémoires, et c'est à travers ces mémoires que nous connaissons plus en détail ce qui s'est passé lors des derniers instants de résistance du navire à la surface. Le 14 mai, alors que sa rénovation était déjà terminée, le Yamato a alors mis les voiles pour les Philippines, où il allait devenir une partie de la soi-disant flotte mobile de l'amiral Jisaburo Ozawa. Et le Yamato était prêt à intervenir lors de l'opération de débarquement américaine sur l'île de Biak en Nouvelle-Guinée, lorsque les Japonais ont reçu l'information que la flotte américaine s'approchait des Mariannes, dans le Pacifique central. Ainsi, à partir du 19 juin 1944 a lieu la bataille de la mer des Philippines, là, près des Mariannes, que les Américains connaissent comme la grande chasse aux dindons des Mariannes. Lors de cet affrontement, les Nord-Américains ont abattu environ 300 chasseurs japonais et ont également coulé 3 autres porte-avions. Et lors de cette bataille, bien que le Yamato ait été organiquement intégré à l'action, il n'y a effectivement pas participé, restant éloigné de la zone de combat. La défaite à la bataille de la mer des Philippines a fortement choqué le Japon, à tel point que le Yamato était retourné une nouvelle fois à Kure, où il a subi une nouvelle rénovation.
Et cette fois, tout ce qui était inflammable a été retiré du navire. Ils ont aussi renforcé l'équipement de la brigade anti-incendie du navire. Pour te donner une idée, ils ont même retiré les matelas du navire et les marins ont commencé à dormir sur des plaques de métal, qui pouvaient d'ailleurs être utilisées comme réparation d'urgence en cas de perforation de la coque ou des compartiments internes. Ainsi, le 17 juillet 1944, le Yamato a alors mis le cap au sud, arrivant une fois de plus aux îles Linga, là-bas, dans les Indes orientales néerlandaises, pour se rapprocher de la zone de production de carburant des Japonais. En effet, à cette époque, les sous-marins américains agissaient déjà de manière très agressive contre les pétroliers japonais. Ainsi, l'approvisionnement en carburant au Japon devenait vraiment faible. Alors, ils ont envoyé le Yamato s'installer là-bas, tout près des Indes orientales, car c'est là que le carburant utilisé par le Japon était produit. Et c'est dans ce contexte donc qu'a eu lieu la plus grande bataille navale de l'histoire, qui fut la bataille du golfe de Leyte, qui s'est déroulée entre le 22 et le 25 octobre 1944. C'est lors de cette bataille, en fait, lors d'un affrontement près de l'île de Samar, le 24 octobre 1944, que le Yamato aurait sa première et unique chance d'ouvrir le feu avec ses armes principales lors d'un combat contre des cibles de surface. Lorsque l'amiral Ball Halsey, américain, a été convaincu de naviguer vers le nord avec sa force principale de porte-avions et de cuirassés, il a laissé derrière lui la soi-disant Task Element Force 3, une petite force composée de 6 porte-avions d'escorte et de 3 destroyers, près de cette île de Samar. Et c'est précisément là que la force centrale est intervenue ce jour-là, dont faisait partie le Yamato, commandé par l'amiral Takeo Kurita, qui se trouvait auparavant à bord du croiseur Atago. Et lorsque l'Atago a été coulé, il a alors transféré son poste de commandement sur le Yamato. Et c'est en me basant sur les actions de ce jour-là que je crois personnellement que la présence du Yamato à la bataille de Midway en juin 1942 aurait effectivement pu changer tout l'équilibre de la bataille en faveur des Japonais. J'explique cela dans une autre vidéo si cela vous intéresse. Mais que s'est-il passé ce jour-là, le 24 octobre ? À 6h57 du matin, le Yamato a repéré sa première cible à l'horizon. À 6h57, il a ouvert le feu et, avec la première salve de 460 mm à l'incroyable distance de 31 km, il a touché de plein fouet le porte-avions d'escorte United States Ship White Plains, atteignant la chaudière du navire, ce qui a fait qu'il a immédiatement perdu de la puissance et a dû se traîner hors de la zone de combat. Le White Plains n'a pas été coulé définitivement, mais les dégâts étant tels que le White Plains n'a plus jamais été employé dans des missions de première ligne jusqu'à la fin de la guerre. À 7h30 du matin, l'amiral Kurita, là sur le pont du Yamato, observe à l'horizon avec ses jumelles un navire ennemi qu'il pense être un croiseur, mais qui en réalité était un destroyer. La United States Ship Johnston. Et à ce moment historique, Kurita ordonne alors une salve complète du Yamato, c'est-à-dire l'ouverture du feu avec les 3 tourelles principales synchronisées sur le Hanse sur une seule cible. Et de cette première salve, 3 tirs touchent d'œil de plein fouet le destroyer Johnston. Le navire recevra encore d'autres impacts, mais quelques instants plus tard, en raison des lourds dégâts causés par le Yamato, il se brise simplement en deux et coule. Mais ne crois pas que le Yamato était déjà satisfait, car à 8h10 du matin, il ouvre le feu sur un deuxième porte-avions américain, l'United States Ship Gambier Bay. Il touche sa cible à 20 km de distance. La première salve envoie directement un projectile à l'intérieur du hangar du pont de stationnement des avions, explosant au milieu du Gambier Bay. 10 minutes plus tard, le Yamato place un autre coup sur le porte-avions, touchant directement la salle des machines du navire qui se trouvait sous la ligne de flottaison. Et quelques minutes plus tard, le Yamato change de cible pour le destroyer United States Ship OL et lui inflige un tir direct, touchant la dernière chaudière que le navire avait encore en fonctionnement. À ce moment-là, donc, le Yamato a 2 cibles fumantes à l'horizon et le OL, qui est plus petit, va couler à 8h50 du matin, mais exactement 17 minutes plus tard, à 9h07 du matin, le Gambier Bay va également sombrer dans l'océan Pacifique,
en raison des dégâts de combat causés par les armes du Yamato. Malgré le succès individuel du Yamato dans cette bataille, la bataille du golfe de Leyte est un grand désastre pour la marine impériale japonaise, qui perd de nombreux porte-avions et 3 cuirassés, parmi lesquels le Musashi lui-même, le navire jumeau du Yamato. Mais le Yamato lui-même parvient à s'échapper de la zone de combat et à retourner au Japon, où, le 25 novembre, le commandement du navire de guerre est confié au capitaine Kosaku Haruga, qui sera le dernier commandant du Yamato. Pendant que le navire subissait une nouvelle série d'améliorations sur des systèmes mineurs, le 19 mars, une task force américaine a attaqué la base navale de Kure et le Yamato a échappé de justesse à être coulé. Il a réussi à prendre la mer et, juste là, près du quai même de Kure, il a commencé à être bombardé très intensément depuis les airs. Mais sa capacité de manœuvre a fini par sauver le Yamato de dommages bien plus graves, et le navire est resté essentiellement intact. Mais la situation va devenir très grave et désespérée pour le Japon. Le 1er avril 1945, lorsque les Américains commencent leur débarquement pour la conquête de l'île d'Okinawa, à seulement 500 km du Japon lui-même. L'importance de la conquête d'Okinawa pour les Américains était directement liée à la future invasion du Japon lui-même. Étant donné qu'Okinawa devait servir de base logistique, son grand entrepôt de ravitaillement qui soutiendrait l'invasion du Japon. Ainsi, garder Okinawa hors des mains américaines était la priorité numéro 1 du gouvernement à cette époque. Et le désespoir ambiant a poussé le haut commandement de la marine à concevoir et approuver l'opération Tengo. Dans cette opération, le Yamato serait à la tête de la force d'attaque spéciale de surface, essentiellement la plus grande mission kamikaze de l'histoire, dans laquelle le Yamato appareillerait chargé de munitions et avec juste assez de carburant pour l'aller jusqu'à Okinawa. Après être arrivé dans la zone de combat, le Yamato devait ouvrir le feu, détruisant et endommageant le plus grand nombre possible de navires ennemis, et lorsque son carburant serait presque épuisé, il devrait s'approcher de la côte d'Okinawa et s'y échouer, continuant à combattre comme une batterie de tirs fixes, jusqu'à être finalement complètement anéanti par les forces ennemies. Mais les Japonais, ne savaient pas que toute leur communication était lue par les Américains. Et le commandement américain était déjà au courant de tout cela, de toute cette planification, avant même que le Yamato ne parte pour la zone de combat à Okinawa. D'ailleurs, le Yamato a appareillé le 6 avril, dans la matinée du 6 avril 1945, en direction du sud, vers Okinawa. Mais lorsqu'il passait par le détroit de Bungo, qui sépare la mer intérieure du Japon de l'océan Pacifique, il a été repéré par 2 sous-marins américains qui étaient en embuscade là, à la sortie du détroit. Et ces sous-marins ont alors transmis l'information au commandement américain, là-bas à Okinawa. C'est alors que l'amiral Raymond Spruance, le commandant de la force de cuirassés américaine sur l'île, a préparé 6 cuirassés pour intercepter le Yamato. Mais l'amiral Nimitz, le commandant général de la zone des opérations du Pacifique Nord, a décidé que l'interception du Yamato devait être effectuée par des avions provenant des porte-avions de la force opérationnelle de l'amiral Mark Meacher. Par conséquent, les cuirassés de Spruance n'ont constitué là qu'une grande barrière protectrice autour de la zone de combat d'Okinawa, sans jamais affronter réellement le Yamato en mer. Ainsi, dans la matinée du 7 avril, seulement 24 heures après avoir quitté le port, les membres d'équipage du Yamato ont vu, à 8h23 du matin, les 2 premiers hydravions américains survoler le navire. Ces 2 hydravions sont restés à survoler le Yamato pendant tout le reste de la matinée, transmettant en continu des informations à l'escadre américaine. Et, à 12h37, le premier groupe de bombardiers en piqué et de torpilleurs s'est approché du navire. Une première torpille a frappé le flanc du Yamato, ne causant pas de dommages sérieux à la structure, mais provoquant une énorme onde de choc à travers tout le navire. Et peu après, 5 bombes américaines ont frappé le pont du cuirassé,
concentrant leurs dégâts dans la zone des canons anti-aériens et détruisant également l'une des tourelles secondaires de 155 mm. Pour clore cette première attaque, les torpilleurs américains ont touché 2 torpilles à bâbord du navire, c'est-à-dire sur son côté gauche, provoquant ainsi le début d'une inclinaison du navire de 6 degrés vers bâbord. À 13 heures, la deuxième vague d'attaque américaine est arrivée sur le navire. Et cette fois, il y avait tellement d'avions, tellement de bombardiers en piqué là-haut, et tellement de torpilleurs ici, tu vois, rasant la surface de l'eau, que la défense contre avions du Yamato a été complètement saturée. Il y avait plus de cibles que de canonniers essayant de tirer. Donc en gros, le navire est resté sans défense. Bien que les batteries principales de 460 mm du Yamato aient tiré les fameuses munitions Beehive, c'est-à-dire des essaims, qui était essentiellement le plus grand fusil à pompe de l'histoire. C'était un obus à fragmentation anti-aérien développé par les Japonais dans l'espoir de pouvoir, un jour, neutraliser une attaque aérienne ennemie. Mais qui, en réalité, ont causé très peu de dégâts aux avions américains. Les torpilleurs américains ont touché 3 autres torpilles, sur le côté bâbord du navire. Et cela a fait que l'inclinaison du Yamato vers bâbord a dépassé 10 degrés, réduisant également la vitesse du navire. Puis à 13h40, la troisième vague d'attaque américaine arrive. Cette fois, les bombardiers sans empiquer touchent avec 4 bombes qui vont essentiellement éliminer le reste de l'artillerie anti-aérienne du navire. Et plusieurs autres avions vont également effectuer des passages de mitraillage qui vont en fait tuer tous ces artilleurs qui étaient exposés là sur le pont. Yamato encaisse dans cette vague d'attaque 3 autres torpilles à tribord et ces 3 torpilles provoquent l'inondation de la salle de contrôle du gouvernail du navire. Cela fait que le Yamato reste coincé dans un virage à tribord, un virage à droite. Imaginez que le navire s'est penché à gauche, effectuant un virage sans fin à droite. La situation du Yamato, à ce moment-là, était déjà complètement irrémédiable. Alors, à 14h02, le commandant Haruga donne l'ordre d'abandonner le navire. Pour que tu aies une idée de l'inclinaison du Yamato vers bâbord, 3 minutes après cet ordre, les torpilleurs américains ont touché 3 autres torpilles à tribord du navire, c'est-à-dire du côté droit, le côté qui était à l'intérieur du virage. Ces 3 torpilles étaient réglées pour naviguer à environ 6 mètres sous la surface et frapper à 6 mètres sous la surface. Mais le navire était tellement incliné que ces torpilles ont alors touché le fond de la coque du Yamato, vraiment le fond de la coque du navire, qui était très exposé à cause de l'inclinaison. À 14h23, le Yamato va alors finalement se retourner. Il va se retourner et se retrouver la coque vers le haut. Et quelques minutes plus tard, 2 soutes qui se trouvaient à la poupe du navire, à l'arrière du navire, vont exploser dans une explosion extrêmement violente. Cette explosion provoque alors un gigantesque nuage, très haut, en forme de champignon, qui est aperçu, selon certains témoins, même dans le sud de l'île de Kyushu, qui se trouve à plus de 200 km de distance à ce moment-là. Lorsque le Yamato coule, il va provoquer une succion qui va aspirer plusieurs de ces hommes, des centaines, peut-être des milliers de ces survivants qui sont dans l'eau, ce qui fait que sur les 3233 membres d'équipage d'origine, 3055 périssent. Ce qui fait qu'il n'y a que 277 survivants qui sont secourus en mer par les destroyers japonais qui accompagnaient le Yamato. Ceci fut donc la fin du plus grand cuirassé de l'histoire humaine et la conclusion totalement malheureuse de l'opération Tengo. L'épave du Yamato est restée là, au fond de la mer, complètement perdue pendant des décennies. Jusqu'à ce qu'en 1984, une expédition parvienne à les localiser à 340 mètres de profondeur dans une région située à environ 290 km au sud de Kyushu. Le Yamato, en réalité, est là, sur le fond de l'océan, brisé en 2. Une partie séparée, environ 1/3 avant du navire, et une autre, soit les 2/3 arrière, proche de la première, retournée coque en haut. Même tant d'années après la Seconde Guerre mondiale, comme je vous l'ai dit, le navire garde ce lien spécial avec la population japonaise, avec l'imaginaire japonais.
Et en 2015, le Parti libéral japonais a même proposé de lancer une étude pour tenter de relever l'épave du Yamato, faire un sauvetage de l'épave du Yamato et reconstituer le navire avec la proposition officielle de récupérer les restes des membres d'équipage. On sait très bien qu'il reste très peu de restes mortels après tant de décennies passées au fond de la mer. Mais ce serait vraiment une vision absolument merveilleuse de voir ce navire complètement restauré, là, dans un port japonais, aujourd'hui. Imaginez un navire de 263 mètres 70 000 tonnes, le plus grand cuirassé jamais construit, restauré en musée. J'aimerais voir ça. Mais enfin, ce projet-là n'a rien donné, du moins jusqu'à présent. Et comme nous le savons, en l'an 2199, le Yamato va enfin être récupéré du fond du Pacifique et transformé en vaisseau de combat spatial. Mais ça, c'est un sujet pour une autre occasion. Alors, dis-moi, tu connaissais déjà l'histoire du cuirassé Yamato? Tu savais déjà le passé du Yamato pendant la bataille du golfe de Leyte? Toi aussi, tu aurais voulu voir le Yamato être récupéré du fond du Pacifique et transformé en musée flottant? Dis-le nous dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la aussi avec tes amis et mets-nous un pouce bleu. Et n'oublie pas de t'abonner à la salle de guerre pour ne rien manquer. Je vais m'arrêter ici. Merci encore pour ton audience et une grosse accolade de la salle de guerre.